Terres et Vignes de l'Aube, votre nouvelle émission sur le monde agricole. Dans ce numéro, je vous propose de découvrir un peu plus en profondeur le monde du champagne et surtout de tout savoir sur les vendanges. Cueilleurs, pressureurs, nous allons découvrir en images et avec nos invités les métiers et les coulisses de ce temps fort de la viticulture champenoise. C'est le zoom de cette émission. Et puis, bien évidemment, ensuite, lors de nos chroniques, nous vous proposerons un regard pédagogique ou décalé sur l'agriculture auboise. Bref, de belles surprises en perspective. Place au sommaire. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube vous amène dans les vignes. Coupe, pressurage, cuisine, la mobilisation est totale lors des vendanges. Nous serons en immersion au plus près des viticulteurs. Là, on a à peu près encore 1 à 2 journées pour tout terminer. Les vendanges se passent dans la bonne joie et la bonne humeur. Voilà, sentez bon. Moi j'adore les vendanges, je louperais ça pour rien au monde et tous les ans je prends des vacances pour participer. En quelques minutes également, nous ferons le tour des faits marquants ou surprenants de l'actualité agricole auboise, sans oublier les chroniques qui permettent de répondre à de multiples questions. Comment ça marche un semoir? Et Contre-champ nous fait découvrir le Champagne Day. Le partage d'une flûte de champagne entre nous, mais également sur les réseaux sociaux, qui donne un aspect mondial à la chose. Donc c'est vraiment génial. Deux témoins pour parler de ces vendanges, deux viticulteurs sur ce plateau. Tout d'abord, Étienne Bertrand, vous êtes viticulteur à Bagneux-la-Fosse, dans la vallée de la Sarthe. Quelle est l'importance de la viticulture dans l'économie auboise? On va démarrer par ça. D'accord. Alors, l'Aube viticole représente 8000 hectares de vignes. C'est pas mal. AOC, sur une superficie totale pour la région de 30 000 hectares. Voilà, donc on peut imaginer que ça génère directement la fabrication de 80 millions de bouteilles. Oui, c'est un chiffre assez impressionnant quand on imagine comme ça. Parce que là on parle de surface, et niveau économique, combien? Quelques chiffres peut-être? Alors le chiffre d'affaires de la Champagne, c'est 4,4 milliards d'euros. Il n'y a pas vraiment de statistiques départementales, mais on peut imaginer que c'est entre un quart et un tiers de ce chiffre. Bon, ça veut dire que les vendanges, ce n'est pas une mince affaire. Oui, c'est en fait la principale ressource économique auboise, sans doute au point de vue agricole. Au niveau agricole, c'est 50% du chiffre d'affaires. Très bien. À vos côtés, un autre viticulteur, Julien Dautel. Vous êtes viticulteur, bonsoir, à Loches-sur-Ourse. Alors, on a déjà vu des images à l'instant. Les vendanges, pour vous, c'est terminé. Mais est-ce une période d'euphorie, de joie, ou bien une période de stress? Alors, on a un petit peu tous ces moments-là en même temps, ce côté magique, parce qu'on va revoir un petit peu le personnel qu'on a vu, le noyau des vendangeurs qu'on a vu, qu'on a passé des moments l'année dernière ou les années passées. C'est un stress énorme parce que c'est la récolte de l'année. On a besoin d'être au top tous les jours. On a besoin de surveiller le personnel, de gérer les vendanges en fonction des conditions climatiques et en fonction de l'avancement des équipes. Vous perdez ou vous prenez des kilos pendant ce temps-là? Moi, j'en prends. Combien? Moi, j'en prends. Moi, je prends à peu près 10 kilos à chaque vendange. Donc, ah oui, quand même. Voilà. Donc, c'est la façon de compenser mon stress. Voilà. Christian, vous avez passé une journée avec votre caméra au cœur des vendanges. Oui, c'était un réel plaisir d'ailleurs. Et c'est la maison Veuve Dousseau à Noël-et-Malais qui a ouvert ses portes, tout simplement. À noter, elle fait partie des 6 maisons de vignerons de l'Aube qui participent à l'opération Vendangeur d'un jour. Figurez-vous qu'il y a des gens aujourd'hui qui paient pour avoir le stress et le plaisir, surtout à mon avis, de vendanger. Bref, cela fait beaucoup de monde en même temps et je propose de voir un tout petit peu cette ambiance grâce au reportage suivant. Sur les quais de déchargement, tout paraît calme. En fait, les équipes sont mobilisées depuis 8 heures pour une journée de vendange. Alors là, on a une quarantaine de personnes qui travaillent pour nous sur les vendanges. On a commencé à couper mardi ou mercredi à Noël-et-Malais. Voilà, donc on a dispatché un petit peu les équipes sur les différentes parcelles qu'on a, ce qui permet de faire un roulement, parce que toutes n'étaient pas mûres au même moment. Soit ça va rester un temps humide et froid, et pareil, ça va augmenter la pourriture. Donc là, on a à peu près encore 1 à 2 journées pour tout terminer. Dans les parcelles, la valse et les enjambeurs qui prélèvent des caisses pleines et déposent des caisses propres va durer toute la journée. Donc le matin, on prépare, on essaie de mettre à position des caisses. Toutes les équipes et des caisses pour toute la journée, ou une bonne partie de la journée. Et à fur et à mesure qu'ils remplissent les rangs de caisse, on les ramasse à fur et à mesure. Et chacun son tour, comme ça il n'y a pas de jaloux. Il fait plus chaud avec le pot d'échappement, c'est pour ça. You speak English? No? No. You speak English? No?
Ces vendangeurs sont polonais. Depuis 4 ans, ils sont systématiquement embauchés. Ils travaillent vite, bien et avec le sourire. Un petit peu gagner argent, et gros plaisir pour les voir en France. Eux ont payé 40 € pour faire les vendanges. Ils participent à l'opération Vendangeur d'un jour. C'est la première fois pour vous? Oui, totalement, ouais. C'était une surprise, je viens de l'apprendre. Moi, là, tout de suite, je viens de découvrir. Ils sont belges, néerlandais ou français. Au vu de la météo, ils commencent par une visite de l'exploitation. Exemple, je pense qu'il reste ça une année qui sera sûrement millésimée, on va voir un petit peu sur le vieillissement. Mais on a un état sanitaire par exemple qui est assez variable, qui demande un tri important. Dans le même temps, sur les quais de déchargement, la réception des raisins se prépare. On va boire un petit coup de champagne. En attendant, on s'occupe justement de nettoyer tous les pressoirs, tout ce qu'il y a autour justement, la cour, les trucs comme ça, justement pour que tout soit opérationnel, justement pour quand le raisin va arriver, que toutes les vendanges se passent dans la bonne joie et la bonne humeur. Voilà, sentez bon. Un travail assez difficile comme ça, on a besoin d'avoir des gens qui sont solidaires et qui gardent une bonne humeur. C'est vrai que si on est quelque chose d'assez morose, en général, ça dure pas. En cuisine, la centaine de pommes de terre a été épluchée et cuite pour le repas. Bœuf bourguignon, purée, pareil, fête maison également. Après le repas, bien arrosé et une météo enfin clémente, les vendangeurs d'un jour se lancent. Seau, vendangette, les gants, un peu de sopalin. On enlève les feuilles pour éclaircir et pas se couper les doigts. Ça réchauffe en tout cas. Ça va. En 5 mètres, on a fait 500 grammes. Dans le même temps, les caisses du matin arrivent pour la presser. Peser les caisses de raisin que les vendangeurs ont coupées dans la matinée pour la paye ensuite, puis nous aussi pour les pressoirs, faire les mares de 4000 kg. Soit 80 caisses à décharger, un travail physique compensé par le plaisir de l'esprit des vendanges, sérieux, bonne humeur et solidarité. Moi j'adore les vendanges, je louperais ça pour rien au monde et tous les ans je prends des vacances pour participer. Très belle ambiance en tout cas. Julien Dautel, vous y retrouvez dans ce reportage ? Tout à fait, ouais. On vit vraiment ce moment pleinement, parce que surtout quand on a un centre de pressurage, donc beaucoup de raisins arrivent, c'est basculer dans les pressoirs dans la foulée. En général, c'est assez physique, parce que là on était sur un petit pressoir de 4000 kg, nous on possède des 8000 kg, donc on multiplie les caisses par 2. C'est du travail intense et impulsif. C'est du sport. Étienne Bertrand, on peut résumer ces vendanges comment des vendanges au pas de course, ces vendanges 2013 ? Des vendanges au pas de course, mais une caractéristique de cette année 2013, ça sera les vendanges au mois d'octobre. Je crois que c'est pas très courant. Non, généralement, on a l'habitude de les voir fin août, début septembre, souvent. Voilà, c'est ça. Et donc, on est sur une période de maturation avec des journées d'ensoleillement plus courtes et au final aussi une grosse pluviométrie au mois de septembre qui nous a fait craindre le pire. Finalement, à force de tri, on a réussi à quand même rentrer des raisins de qualité. Et Julien Dautel, justement on sent bien le stress, etc. Mais finalement, quel est l'esprit des vendanges ? C'est à la fois du sérieux, tout de même, parce que c'est un moment important, et aussi des moments de joie. Comment vous le vivez ? C'est un moment sérieux parce que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la récolte de l'année. Donc on est toujours beaucoup de stress avec, comme je disais, les conditions climatiques où là le botrytis s'est installé. Il fallait qu'on fasse vraiment attention à aller couper les parcelles les plus mûres de manière à avoir les bons équilibres au niveau de la sortie des jus de pressoir. Le botrytis, c'est la pourriture. La pourriture, voilà, pour rester clair. Et ensuite, il y a toujours le même côté joie où on arrive à table, la journée est finie, tout le monde se vide un petit peu et puis on boit un petit verre de champagne le soir pour se réchauffer et avec modération. Et voilà, avec modération, parce que le lendemain il faut retravailler quand même. Donc. Étienne et Bertrand, un point de détail par rapport au reportage qu'on vient de voir. On a vu quelques parcelles de vignes. Certaines semblent enherbées, c'est-à-dire qu'il y a de l'herbe entre les pieds de vigne, tout simplement. À quoi ça sert, tout simplement ? Il y a plusieurs objectifs dans l'enherbement. Le premier, c'est certainement de limiter l'apport de désherbants chimiques. Mais il y a également l'atout qui est de limiter l'érosion. Et puis après, il y a plusieurs... c'est joli.
Et voilà, c'est pas inutile, c'est joli. Et puis ça permet également de lutter contre le botrytis dans certains cas. Ça crée une petite concurrence à la vigne qui peut être bénéfique également à la qualité du raisin. Alors vous le savez, cette émission se veut pédagogique et parfois Christian décide de nous faire rentrer dans les coulisses du métier d'agriculteur. C'est la rubrique « Comment ça marche ?» Christian, les viticulteurs ne sont pas les seuls à avoir énormément travaillé dans ce mois de septembre. Oui, Fabrice, les agriculteurs doivent eux aussi travailler entre deux averses, comme on a pu le voir tout à l'heure. En ce moment, beaucoup d'entre eux sèment et c'est justement le thème de cette rubrique « Comment ça marche ?» Je vous propose de mieux connaître le fonctionnement d'une drôle de machine qui s'appelle le semoir. Alors, on va le découvrir un tout petit peu plus tard. On a compris que dans cette rubrique, on va essayer d'expliquer de A à Z un appareil. Moi, les semis, j'en ai toujours entendu parler et je ne sais pas ce que c'est. Et bien justement, vous allez voir vraiment dans ce reportage à quoi ça sert un semoir. À Fouchères, Nicolas Locher prépare les semis selon les saisons. 3 grandes périodes, donc fin d'été pour le colza, automne pour ce qui est blé d'hiver, orge d'hiver, pois d'hiver, et printemps, ce qui est orge de printemps, betterave, pois de printemps, tournesol et maïs. Les semences, donc on a soit des big bags, qu'on appelle nous les big bags, donc ici des Maxem qui sont à 12 millions de graines, et puis des petites doses, des sacs, avec 500 000 grains par sac. Ces sacs permettent d'ajuster les besoins en semences selon la surface à cultiver. Pour les planter, le semoir est attaché au tracteur. Première partie, travail du sol avec les herses rotatives, donc qui tourne avec un rouleau qui resserre, qui retasse, et la partie ensuite semis. S'il existe différents types de semoirs, le principe reste le même, avec une première étape, la préparation du sol. Le sol a des fois besoin d'être remué avant le passage du semoir. Donc besoin d'être retravaillé pour être aéré. Ce sont des dents qui tournent, qui mélangent la terre. Si le sol est trop tassé, le soc derrière ne peut pas enterrer le grain. La deuxième partie du semoir permet d'enfoncer le grain 1 cm sous terre environ. Vous avez la cuve dans laquelle on met le grain, les big bags ou les petits sacs qu'on a vus tout à l'heure. Là derrière, c'est ce qu'on appelle la distribution, donc qui prend les grain par grain dans la cuve et qui les met ici et ensuite les met dans les tuyaux. Pour être plus précis, les grains sont littéralement soufflés dans les tuyaux. Ils sont une trentaine sur ce semoir. L'air propulse le grain jusqu'en bas, jusque dans le soc, qui dépose le grain dans la terre, vraiment dans la terre, qui creuse un sillon, et ensuite la herse qui remet de la terre sur le grain. La densité, donc on la règle par la vitesse auquel tournent les ergots tout à l'heure qui prenaient le grain dans la cuve. Ce qui est le plus fort en densité, ce sont les céréales, parce qu'on sème à 300 grains au mètre carré. Ce qui est le plus faible en densité, c'est les colzas, puisque les colzas, on sème ça à 30 grains au mètre carré. Si le semoir est avant tout un outil mécanique, le savoir-faire de l'agriculteur rentre en jeu depuis le poste de conduite. Je peux contrôler la profondeur de travail du sol sur la molette qui est là. Et puis après, j'ai un variateur de débit de la semence, c'est-à-dire selon les zones de terre, je peux semer plus ou moins fort. C'est-à-dire, vous voyez, là, on va travailler dans des cailloux, donc je sème un peu plus fort, alors que lorsque j'étais plus proche de la route nationale, là, j'étais de la terre plus profonde, donc je semais beaucoup moins fort. Parce que dans les terres les plus difficiles, si vous voulez, on se retrouve avec des grains qui sont en conditions plus difficiles, donc qui vont avoir tendance à moins faire d'épis. Donc il faut que j'en mette un petit peu plus de graines à l'hectare ou au mètre carré, c'est comme on veut, pour espérer avoir le même nombre d'épis qu'à côté, là où la terre est meilleure, et je suis sûr d'avoir un nombre d'épis correct. Durant l'hiver, sous terre, les graines préparent leurs racines. Les tiges sortiront de terre au printemps avant d'être moissonnées durant l'été. Bon, au final, on espère obtenir à peu près 7 tonnes et demie de blé à l'hectare. Julien Dautel, on vient de voir un outil mécanique. Particularité du Champagne, les grappes sont ramassées à la main. Ça change beaucoup les choses, ce fonctionnement manuel ? Tout à fait, parce que pour faire un effervescent comme le champagne, on a besoin de garder le jus à l'intérieur de la grappe et non sur une tête de récolte qu'on trouverait dans d'autres régions viticoles où on travaille des raisins noirs pour faire du vin blanc. Donc plus on les garde entiers, on les ramène, on les achemine au pressoir directement, on les presse, ça permet d'avoir une non-décoloration du vin.
Parce qu'on ne veut pas que les raisins soient tachés, on ne veut pas que les jus soient tachés, de manière à ce qu'on puisse décolorer les vins naturellement et faire les effervescents plus facilement. C'est de l'or que vous avez dans les mains. Voilà. Étienne Bertrand, on passe peut-être à autre chose, mais vous êtes, en plus d'être viticulteur, vous êtes aussi stagiaire sève. Alors, drôle de nom que je résume par tout simplement le fait que vous suivez une formation management, gestion des équipes, de projets, etc. J'y reviens sur cette notion de gérer les équipes. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment ça aussi, les vendanges? Il faut savoir que l'entreprise vendange, c'est une entreprise éphémère, ça dure 10 jours. On reçoit une trentaine, pour mon compte, on reçoit une trentaine de personnes sur l'exploitation. Certains ont des postes à responsabilité, à la cantine, au pressoir, à la cuverie, sur l'enjambeur, et tous s'approprient rapidement l'objectif qui est de rentrer la récolte. Voilà. Christian, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde agricole dans l'Aube, et c'est ce qu'on va découvrir dans le retour sur l'actu. On commence cette revue d'actualité par des vendanges pas comme les autres. Oui, ça va intéresser nos viticulteurs de ce soir. À Neuville-sur-Seine, une association de la Nièvre a permis à des saisonniers de vendanger, mais des vendanges particulières puisque ce sont des vendanges humanitaires. Une partie de leur salaire servira à la mise en place d'un réfectoire au sein de Orphelinat au Mali, et 20 saisonniers ont pu ainsi choisir le montant de l'aide qu'ils souhaitent reverser. Julien Dotel, ces vendanges humanitaires, ça vous donne des idées ? Oui, pourquoi pas, parce que ça permet de faire découvrir déjà ce côté humain que les viticulteurs sont déjà dans l'Aube, et la Champagne, tout confondu également. Et ça nous fait une belle promotion aussi sur notre produit. Autre fait marquant, Christian, la pomme était dans tous ses états dans l'Aube. Oui, de ci de là, vous avez sans doute remarqué des calicots pour la fête de la pomme. Alors notamment un exemple près de Bouilly, un producteur a ouvert ses portes au public, un verger de 100 hectares qui produit chaque année près de 120 tonnes de pommes. Alors l'agriculteur a pu expliquer aux visiteurs ses techniques de production. À noter, il propose 14 variétés de pommes. Alors pourquoi ? Bien tout simplement pour étaler la vente dans le temps. Ça faisait partie des explications. Alors comme c'est un fruit de saison, ce n'est pas le seul événement sur la pomme. Alors vous connaissez sûrement le cidre du Pays d'Hôte, oui, excellent. Forcément. Alors figurez-vous qu'à Aupuiseau a été organisé un match entre pressé à l'ancienne contre pressé électrique, avec un broyage à la meule de pierre. 2 kg de pommes sont nécessaires pour obtenir 1 litre de jus de fruits. 15 minutes avec l'électrique, merci Fabrice, contre une demi-journée avec la méthode traditionnelle. Ah, alors, c'est pas le même temps quand même. Oui, alors là, la victoire de la performance est sans appel. Cependant, l'arbitre reste le goût et le grand public a préféré les saveurs de la méthode classique. Et enfin, pour terminer là-dessus, pour information, il faut 2 à 3 mois de fermentation pour obtenir le cidre. Étienne Bertrand, dans le reportage tout à l'heure, on a vu 2 types de pressoirs sur les vendanges, un traditionnel et un autre rotatif électrique. Est-ce que ça génère les mêmes saveurs pour le champagne ? On dit dans le milieu que le pressoir traditionnel a une qualité de jus différente. Maintenant, à la dégustation, j'ai jamais entendu d'écho sur cette différence de goût. C'est du subjectif et du psychologique sûrement. C'est surtout beaucoup plus de travail. Des informations maintenant issues du monde professionnel avec notamment Soufflet qui n'en finit pas de se développer. Effectivement, en bref, à Nogent, le groupe Soufflet agrandit sa capacité de collecte avec la construction de nouveaux silos. 6 cellules seront prêtes pour la moisson de 2014, puis 20 d'ici 2016. D'après Soufflet, ces propositions de commercialisation séduisent les agriculteurs, d'où la nécessité d'agrandir les capacités de stockage. Alors, vu d'ici, le site de Nogent confirme qu'il s'agit d'un lieu stratégique pour l'expédition via le fer ou le fluvial. Autre information rapide, si comme moi vous êtes gourmand et vous aimez le sucre, oui, malheureusement. Sachez que la collecte et la transformation de la betterave, c'est en ce moment, de septembre jusqu'à décembre. À Arcis-sur-Aube, le site de Cristal Union transforme 25 000 tonnes de betteraves chaque jour. Et pour les agriculteurs, si cette plante paraît rustique, en fait elle est très particulière. Et je propose d'écouter l'un d'entre eux sur le travail particulier de la betterave sucrière. C'est une culture qui demande davantage de travail que les cultures du type classique, type céréales. Le temps de récolte déjà est plus élevé. On prend moins large que sur une moissonneuse batteuse, on va moins vite. Le désherbage est plus compliqué à faire parce que c'est une plante qui va couvrir lentement le sol, donc davantage de mauvaises herbes peuvent lever tout au long de l'année. Donc il faut contrôler le plus souvent.
Les derniers arrachages se font le 15 novembre et les derniers enlèvements de betteraves vont jusqu'à fin décembre. Vaut mieux une betterave déjà de taille assez importante et puis il faut qu'elle soit bien décolletée. Une betterave propre aussi, c'est important. Il faut éviter de la terre sur les betteraves parce que c'est des coûts de transport importants après pour l'usine. D'autres informations en bref, Christian. Oui, à noter sur la betterave, ce sera le sujet de la prochaine émission. Comment on obtient à partir de la betterave un morceau de sucre. Explication le mois prochain. D'autres informations aussi. En bref, 2 informations en parallèle du monde agricole. Tout d'abord, les chasseurs et les agriculteurs partagent les mêmes terrains d'intervention. Et à Doch, un nouveau centre de permis de chasse a été inauguré, implanté au sein du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Il est ouvert aussi aux scolaires pour des visites pédagogiques. Et enfin, Fabrice, dernière information, le jardin de Cocagne, qui propose des paniers bio réalisés par des personnes en insertion, participe à un concours national. Pour les soutenir, il suffit de cliquer sur j'aime sur un réseau social bien connu et 50 000 € sont à la clé. Il est toujours possible de voter. Si vous tapotez la porte ouverte 10, vous êtes tout attaché, vous trouverez le lien pour le faire et les soutenir. Voilà le jardin de Cocagne. Donc la porte ouverte 10 pour voter. Merci Christian. Nous consacrons chaque fin d'émission à une info décalée, curieuse, anecdotique sur le monde agricole. C'est le rôle de la rubrique Contre-champ et le champagne, vous allez le voir, est de nouveau à l'honneur. Vous qui nous regardez, vous connaissez sûrement la journée de la femme, la journée sans tabac, les journées du patrimoine. Eh bien, il en existe une nouvelle journée qui concerne la viticulture auboise. C'est le Champagne Day. La démarche est très originale. Toutes les explications dans ce reportage. Bonjour, bienvenue à Landreville, c'est les vendanges, mais on va parler du Champagne Day organisé par Capsé cette année. Alors le Champagne Day, c'est en fait un apéritif mondial au champagne. C'est le partage d'une flûte de champagne entre nous, mais également sur les réseaux sociaux, qui donne un aspect mondial à la chose. C'est la 3e année que c'est organisé, ça vient des États-Unis, c'est un caviste américain qui a inventé ça. Le CIVC estime pour l'an dernier entre 2 et 3 millions de participants. Le principe est tout simple, vous partagez une flûte de champagne avec vos amis, vous prenez en photo et après vous envoyez ça sur les réseaux sociaux et à partir de là on peut le partager avec tout le monde. Ça fait des petits un peu partout et nous Capsé ici on se sent bien sûr très concernés par la promotion du champagne. Ça rassemble de réels amateurs de champagne, producteurs, consommateurs, clients, importateurs, tous ceux qui veulent sont invités à partager le 25 octobre 2013 une flûte de champagne pour le Champagne Day. En plus d'être nouveau, c'est original, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Il a fallu bien sûr l'arrivée d'Internet pour pouvoir partager tout ça. Donc c'est là où l'intérêt est vraiment important puisque par rapport au fait des vins ou du champagne qu'on pouvait faire avant, là c'est vraiment mondial grâce à Internet. C'est intéressant parce que le vin et le champagne d'une manière générale, c'est extrêmement social, ça touche beaucoup de gens. Quand on en déguste une bouteille, on parle toujours de l'origine ou de celui qui l'a fait. Donc c'est intéressant parce que c'est de la chaleur humaine et en plus là elle est mondiale, donc on ne peut pas aller plus loin, quoi. L'idée, c'est de partager un moment de vie, un moment précis, notamment au niveau du 25 octobre, le jour mondial du champagne. Les gens vont trinquer à n'importe quel moment de la journée, prennent une photo, prennent des photos ou des vidéos et ensuite les envoient sur le site de façon à ce qu'on puisse les publier et ensuite les géolocaliser sur une carte. Que ce soit sur les plateformes ou les téléphones, n'importe qui a au moins un compte social, que ce soit Facebook, Twitter, Google+, ou autre. Et l'idée, c'est pas uniquement en 2013. C'est instaurer le site de façon à ce que d'année en année, ça reste une base de données qui s'agrémente au niveau des photos, au niveau de tout ce qui est médias. C'est justement parce que ça se fait pas encore que Capsé a voulu y aller rapidement. Je pense que les gens adhèrent naturellement parce que c'est vraiment sympa. J'ai reçu un message hier des Australiens qui démarrent la campagne également du Champagne Day 2013. Donc c'est vraiment génial. À
consommer avec modération, bien sûr. Le 25 octobre, c'est ça le Champagne Day. Ça sera un super beau moment. Étienne Bertrand, on a l'impression, finalement, avec le champagne, quand on voit ce reportage aussi, que c'est un produit de fête, des vendanges à la dégustation. Ça n'en finit jamais. Une célébration. Tout à fait. Ça vous laisse quoi ce que oui, complètement. Oui. Bon, vous le vivez comme ça? Je le vis tout à fait comme ça, oui. Bon. Effectivement, des vendanges avec le partage, une certaine catégorie de dégustateurs, on va dire, jusqu'au fête de fin d'année, puis toute l'année. Voilà. C'est un beau métier quand même. Est-ce que vous nous promettez des 20 millésimés pour ces vendanges? Trop tôt pour dire? Peut-être trop tôt pour dire, oui. Mais il y a un petit espoir? Ah oui, carrément. Oui. Bon, bah écoutez, millésimés, on peut rappeler de quoi il s'agit? C'est le champagne d'une année, quoi, en fait. Voilà. Avec les raisins d'une année. Les raisins d'une année, oui, les raisins d'une vendange. C'est quand même assez rare. Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir fait partager ce moment des vendanges. C'était vraiment extraordinaire, notamment avec vos reportages également, Christian. Le mot partage convient bien. On était vraiment dans l'ambiance. On se donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures sur le monde agricole. De la betterave au sucre, c'est la thématique du prochain numéro de Terres et Vignes de l'Aube. Au revoir.